Football Factory. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver avec une production de Nuscom. À la réalisation, il y a Alia Alama Bangora. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Football Factory où nous allons parler de formation avec l'Académie Aboubakar Titi Camara. Depuis qu'il a raccroché les crampons avec le football, bien sûr, l'ancien international guinéen et capitaine du CI national de Guinée s'est lancé dans la formation. Il dirige une académie qui porte son nom. Il encadre plusieurs jeunes, il les aide à mieux comprendre la pratique du football. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous avons fait une immersion avec l'Académie Aboubakar Titi Camara, avec Sega Diallo. Vous allez comprendre avec lui comment cette académie fonctionne, quelles sont les difficultés auxquelles il est confronté et quel est l'objectif visé par l'ancien numéro 10 du CI national de Guinée dans cette émission Football Factory. Bienvenue à toutes et à tous. Une nouvelle fois, bonsoir. Merci donc de nous retrouver. Je rappelle, Ali Alama Bangora est à la réalisation, Abdoulaye Kamara et Mohamed Amin au montage. Merci donc de nous retrouver pour une nouvelle aventure avec Football Factory TV où nous allons ouvrir par le championnat guinéen de première division avec la victoire du Afia face au satellite ici même à Conakry au compte de cette 10e journée. L'équipe du Afia s'est imposée 2-0, 2 buts inscrits, le premier à la 25e minute par l'intermédiaire de Sekou Camara qui a donc ouvert le score. Le second but est venu en deuxième explication. Juste après l'heure de jeu, Sekou Camara obtient un coup franc et sur ce coup franc, Moussa Kennedy Keita en profite pour loger le ballon au fond des filets, ce qui fait 2-0, mesdames et messieurs. Assez suffisant pour cette équipe du Afia qui conforte sa place de leader en attendant les matchs en retard du Oroya. Et en réaction d'après-match, Javier Bernal est plutôt satisfait de la prestation de son équipe. Grande différence vers l'adversaire, bon contrôle de match. Seulement nous avons raté plusieurs occasions, c'est les seules choses que je peux dire. Mais pour la reste, bien, aucun problème. C'est vrai qu'à la fin, l'adversaire il a essayé de presser un peu plus haut, c'est normal. Mais c'est les matchs que je vais jouer chaque semaine. Alors très content, bien sûr. L'UAFIA, donc satisfaction. Pendant ce temps, l'entraîneur du satellite, Alain, il déplore le manque de réalisme de sa formation. C'est une défaite qui laisse une déception, qui laisse un goût amer parce que l'équipe d'Afia était une équipe plus que prenable. Et je pense que de mon côté, il y a eu dans les joueurs un manque. C'est pas le même rendement habituel. Les 2 derniers matchs, il n'y a pas eu le même rendement, peut-être. Un stress en plus parce que si on gagnait ce match, on allait peut-être prendre la première place. L'autre rencontre que nous avons suivie, mesdames et messieurs, pour vous au compte de la semaine dernière, c'est les éléphants de Koléa qui étaient opposés au Wakria AC. Le Wakria dans le dur s'est imposé 1-0 grâce à Aboubakar Camara. C'est l'unique buteur de la partie et ça a été suffisant pour la formation de Guillaume Souma, satisfait au coup de sifflet final. Vous savez, le Wakria a mal démarré la saison et une victoire qui permet à ce club de faire un grand saut dans le classement. On ne rassure pas, mais on va retourner à la maison, se préparer parce que Felostar, malgré que c'est une équipe qui est à la queue, elle est très bien, elle joue très bien au ballon. Ce sont des enfants peut-être en reconstruction, donc on ne peut pas se prononcer sur le football. On va aller à la maison, on a préparé les matchs comme ça et puis ces équipes sont venues nous tenir en échec à domicile. Les éléphants de Koléa qui ont joué, je rappelle, à l'intérieur du pays. L'équipe des éléphants de Koléa a donc battu. L'entraîneur que nous avons interrogé juste après le coup de sifflet final revient ici sur cette contre-performance de sa formation. Il y a des choses qui n'ont pas marché, mais on ne mérite pas de perdre. On ne mérite pas de perdre. Selon la physionomie du match, c'était un match très disputé, c'était un match très équilibré entre nous et l'adversaire. Quand l'arbitrage fait basculer donc, la rencontre, je ne sais pas pour de bonne foi ou de mauvaise foi, ça je ne peux pas le dire, mais bon, c'est mal arbitré. Je respecte les arbitres, je respecte l'arbitrage, mais c'est mal arbitré.
Après ces deux matchs, place à présent au récapitulatif avec les différents résultats enregistrés au compte de cette journée, mesdames et messieurs. L'association sportive de Kaloum a fait match nul face au club olympique de Koya. Un but partout. Le Fellow Star de l'AB opposé à la SAC de Sigiri. La Chantilly s'est incliné 2-0. Le Satellite a perdu sur le même score face au Afia. La formation de Renaissance Football Club a battu l'Asfag 2-1. Le CIK a fait match nul face à la formation de Santoba. Santoba donc était en déplacement, 0 but partout. Et l'autre rencontre, mesdames et messieurs, c'est la défaite des éléphants de Kolia face au Wakria AC. L'autre rencontre de cette 10e journée qui devrait mettre aux prises le Oroya, mesdames et messieurs, n'a pas eu lieu. Vous le savez, le Oroya compte encore des matchs en retard. Et au classement, c'est l'Afia qui fait les affaires pour le moment avec une première place avec 18 points. Santoba est deuxième avec 14 points pour le moment. Le Oroya avec 5 matchs en retard à 13 points pour le moment. Le club olympique de Koya a le même nombre de points et au bas du tableau, ça devient un tout petit peu serré avec la 11e place occupée par l'équipe de Bonfi, le Renaissance Football Club de Malaya Kamara. Le Gangan FC de Kindia a 10 points comme l'équipe de Renaissance. L'Asfag et le Fellow Star de l'AB ferment le tableau avec 9 points pour chacune des formations. De la Ligue 1, place à la Ligue 2, mesdames et messieurs, avec la Ligue guinéenne de football professionnel qui a rendu son verdict sur les violences qui ont engendré ou émaillé cette rencontre Louba FC, Lelou, à l'intérieur du pays le 27 janvier dernier. La rencontre a été interrompue alors que nous étions au temps additionnel dans les 5 dernières minutes donc, de ce temps additionnel. Et après la délocalisation de toutes les rencontres pour le moment à domicile de Louba FC pour le stade Fodefissa de Kindia, Lelou s'impose selon une décision de la commission juridique de la Ligue guinéenne de football professionnel. Lelou gagne le match sur tapis vert avec un score de 3-0. Mais Lelou va payer une amende de 2 millions de francs guinéens pour un comportement antisportif de son joueur, Luceni Bangora, qui est d'ailleurs suspendu selon nos informations pour 2 saisons. Et Louba FC est appelé à payer une amende de 3 millions de francs guinéens en raison de la mauvaise organisation de la rencontre qui donc a opposé l'équipe de Louba FC de Télémilé à la formation de l'Elu FC, donc remportée au finish par l'équipe d'El Hadj Mamoudou. Parlons à présent du Sili national de Guinée pour quelques instants dans cette émission avec le classement FIFA pour l'année 2019, le début de l'année qui est déjà sorti. Eh bien, il faut le rappeler, la Guinée ne commence pas bien. La Guinée perd 2 places dans le monde. En ce moment, l'équipe guinéenne occupe la 68e place. Pendant ce temps, en Afrique, le Sili, dirigé par Paul Put, est 12e, juste derrière la Côte d'Ivoire. Je rappelle, la Guinée et la Côte d'Ivoire partagent la même poule pour les qualifications de la CAN 2019, une CAN qui va se dérouler en Égypte. Puisqu'on parle du Sili national de Guinée, on va parler d'un international guinéen. La semaine dernière, nous étions avec Sori Kaba. Cette semaine, c'est François Kamano que nous allons suivre. François Kamano qui a joué le match face au Paris Saint-Germain à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1 française. L'équipe parisienne s'est imposée sans Neymar grâce à un but inscrit par Edinson Cavani. C'est sur un penalty. Cavani qui s'est d'ailleurs fait mal lors de la célébration de son but, ce qui va l'empêcher de jouer le match contre United dans la Ligue des Champions prochaine. L'équipe bordelaise a failli égaliser sur une belle frappe de François Kamano, mais malheureusement pour le Guinéen, Buffon était sur une belle parade et qui a empêché donc l'équipe de Bordeaux d'arracher un nul face aux géants parisiens. Juste après le coup de sifflet final, mesdames et messieurs, nous avons reçu à l'interroger grâce à notre confrère Lassana Kamara qui a suivi cette rencontre. Et en jaune mixte, François Kamano revient sur ce qui n'a pas marché pour les Bordelais dans cette rencontre. C'est le manque de lucidité devant les buts. Après, on a été solide devant défensivement. Et eux, ils ont profité d'une demi-occasion pour nous mettre en danger. Par rapport à l'équipe nationale de la Guinée, bientôt vous allez retrouver l'équipe de la Guinée pour la poursuite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. La Guinée est qualifiée. Quelles sont les ambitions de la Guinée cette année? Les ambitions, c'est d'aller le plus loin possible. Surtout, on a une bonne équipe cette année. Donc, il faudra aller chercher le plus loin possible. Donc, après, ça c'est... Je ne veux pas parler de tout ça, mais je pense qu'on a une bonne équipe pour aller loin.
Je vous le disais au sommaire, mesdames et messieurs, il a raccroché les crampons en 2006. Il était attaquant de métier. Son dernier club dans sa carrière de footballeur, c'était en France, en Ligue 2 française pour être précis. Il a joué à Amiens pour sa toute dernière fois. En 2009, il a entraîné durant quelques semaines la sélection guinéenne avant de devenir un peu plus tard ministre des Sports entre 2010 et 2012. Il a été débarqué. Je vais nommer Aboubacar Titi Camara, l'ancien numéro 10 de cette équipe guinéenne. Aboubacar Titi Camara s'est lancé dans la formation. Il dirige une académie de formation à son nom et qui porte d'ailleurs son nom aussi. L'ancien joueur de Lens ou encore des Reds de Liverpool gère plusieurs jeunes et dans ce grand format que nous vous proposons avec toute l'équipe de Football Factory, nous vous invitons à découvrir celui qui a inscrit 30 buts avec l'équipe nationale de Guinée. Nous vous invitons à le suivre avec ces différents jeunes qu'il encadre. Comment tout a commencé? Quelles sont les difficultés auxquelles il est confronté en ce moment? C'est une immersion de l'équipe Football Factory avec Sega Diallo. Vous allez bien? Ça va. Là, vous vous apprêtez à commencer les entraînements. Alors, comment ça se passe pour vous? Parce que c'est très compliqué, hein. On voit qu'il faut attendre, il faut s'entraîner un peu tard. Comment se porte le projet? Non, en tant qu'entraîneur, on doit s'adapter. C'est vrai que le fait déjà, il y a un manque d'infrastructure. On s'adapte, même si il y a peu de stades où les jeunes puissent utiliser. Nous, on fait notre mieux. Et le projet, vous savez, le projet, c'est sport-études. Les enfants ils vont le matin à l'école et l'après-midi, on s'arrange de trouver des heures à 17h ou 18h au moins qu'on puisse s'entraîner 2 heures tous les jours. Mais la difficulté, c'est aussi le problème, le manque d'électricité. Si le stade est compréhensif et qu'il vous laisse, ok, mais à une certaine heure, il n'y a plus beaucoup de visibilité. Non, on n'a pas le choix. Vous savez, c'est nous qui avons eu l'idée, avec le ministère des Sports aussi, de mettre les projecteurs à notre disposition pour permettre les enfants qui puissent vraiment s'entraîner dans de bonnes conditions. On a dépensé 30 millions. Bon, tout ça, c'est pour aider certaines aussi qui viendront après nos séances d'entraînement, qui puissent bénéficier du stade pour au moins qu'ils puissent s'entraîner. Le projet, il date de quelques années maintenant. Il a démarré. C'est un projet très ambitieux. On sait que vous êtes ambitieux, vous avez été un grand joueur. Mais est-ce qu'au niveau de la mise en place d'un tel projet, c'est pas un peu plus compliqué que de gérer une carrière de footballeur? Parce que là, c'est votre personne. C'est comment mélanger 2, 3 différentes générations. Parce que j'ai vu qu'il y a même des équipes de 5, des jeunes de 5, 6 ans qui s'entraînent aussi. Au fait, c'est une structure, on ne peut pas refuser les enfants. Vous savez, il y a tellement de jeunes qui veulent apprendre à jouer au football. Nous, notre structure, on essaie de les sortir de la rue pour les mettre dans une structure. On fait notre mieux. C'est vrai que c'est un projet ambitieux. Ça fait en mai 2019, ça fera 5 ans. Pour vous dire que le temps passe vite. Mais pour le moment, je suis heureux. Et je suis satisfait. C'est vrai que c'est notre approche de la vie qui est un peu différente du professionnalisme où j'étais sur le terrain, j'arrivais à donner le maximum. Mais là, au moins, c'est un management où tu es à la tête de pyramide, tu essaies de piloter tout en même temps, avec des amis aussi qui nous accompagnent dans ce projet. Oui.
l'accompagnement, elle n'est pas institutionnelle, mais c'est des personnes de bonne volonté qui vous accompagnent. Où se situe la difficulté? Parce que les enfants vont à l'école, ils reviennent, il y a des équipements à acheter, il y a différentes catégories à gérer. C'est en fonds propres. C'est vrai que c'est un projet que je tenais à cœur quand j'ai quitté le gouvernement. Il fallait que j'aide les enfants qui veulent plus tard faire une carrière dans le professionnalisme. C'était le moyen pour moi de contribuer à préparer ces enfants-là à la vie de haut niveau. C'est vrai qu'il y a les études aussi, nous sommes satisfaits à ce niveau parce qu'il y a certains enfants qui ont eu le bac l'année dernière. Il y en a 3 ou 4 qui sont à l'université. Ça, c'est une satisfaction. Il n'y a pas que le sportif. Ah non, non. On essaie de les interpeller qu'il y a une vie après le football. Aujourd'hui, quand vous prenez la plupart des jeunes qui ont dépassé 16 ans, 17 ans, 18 ans, personne ne va à l'école. Ouais, tout le monde joue le matin et c'est pas bon pour la future génération. C'est pour ça que j'encourage les enfants qu'ils aillent à l'école. Et après, ceux qui auront la chance, ceux qui seront plus talentueux, on fera notre possibilité pour les envoyer en Europe pour essayer de monnayer leur talent. Mais déjà, sportivement, vous avez quand même réussi à placer un joueur en sélection? Non, au fait, vous savez, en sélection, oui. Il y a Richard qui a intégré les cadets. Même avec le sélectionneur, on a eu quelques difficultés parce que on a mis l'enfant à la disposition de l'équipe nationale par correction, par respect pour les formateurs, même les académies, c'était d'envoyer une lettre à la disposition de l'équipe nationale, mais ça n'a pas été le cas. Et il n'y a pas eu la forme en fait. Ah non, il n'y a pas eu la forme. Il y a une procédure quand on convoque un joueur. Mais tout à fait, tout à fait. Parce que nous prenons tout en charge. La scolarité, les enfants quand ils tombent malades, on prend ça en charge. Mais de grâce, au moins ils auraient dû nous envoyer une lettre d'encouragement ou bien on a besoin de vos jeunes, est-ce qu'il peut être à la disposition de l'équipe nationale? Personne ne s'oppose. Le rêve de tous les jeunes Guinéens des footballeurs aujourd'hui, c'est de jouer en sélection. Mais même avec aussi pour votre réputation, pour la renommée de l'académie, c'est d'avoir des jeunes qui tout à fait. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. On ne pouvait pas s'opposer à l'intérêt de la nation. C'est pour ça qu'on a mis les enfants à leur disposition. Même avec les cadets aussi, le sélectionneur, je l'ai interpellé, j'ai dit fais en sorte que les gens nous considèrent. Parce que nous sommes sous le soleil, sous la pluie. Nous essayons d'aider ces enfants-là. Quand on arrive à la sélection, c'est plus la formation. C'est vrai que c'est presque l'élite. Junior et cadet, c'est la formation. Mais de grâce, tu nous envoies une lettre pour nous informer, nous avons besoin de vos joueurs. Est-ce qu'il peut être à la disposition de l'équipe nationale? Mais ça n'a pas été le cas. Mais finalement, on met les enfants à leur disposition. Et après, on essaie de faire comprendre aux enfants qu'il y a une structure et il y a beaucoup de choses à mettre en place. J'ai remarqué une chose, il y a les filles qui s'entraînent avec les garçons. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de filles que tu n'as pas séparé ou c'est personnellement quelque chose que tu as... La formation des filles et garçons, c'est jusqu'à un certain âge. Quand ils auront, les enfants, quand on a commencé, ils avaient tous 13 ans, 14 ans. Et la formation, quand c'est des filles, ils sont mélangées. À partir de 18 ans maintenant, on peut les séparer. Là, on essaye de les associer. C'est vrai que notre souhait, c'était d'avoir 22 filles ou bien 23 filles. Mais les filles qui sont dans l'académie, ils ont un contrat avec nous. Aujourd'hui, le Racing Club est une académie. Est-ce que dans le projet, vous comptez partir en compétition, National 2, National 3, pourquoi pas, parce qu'on entend les rumeurs sur la mise en place d'une structure qui permette au club d'intégrer la division nationale. Quel est votre plan pour l'académie? Ou est-ce que vous allez rester au niveau de la formation, former et essayer de placer ces joueurs-là? Non, en fait, il y a l'académie Titi Camara, il y a le Racing Club de Guinée. D'accord. Pour ça, on a créé le club au moins qui puisse grandir en même temps que les jeunes. Malheureusement, vous savez en Guinée comment ça se passe. Il y a des clubs qui étaient avant nous, qui ont été créés avant nous, qui sont sur une liste d'attente.
Et là, si nous voulons compétir, on sera obligé de prendre le nom de notre club, au moins que les enfants puissent compétir. On a essayé une fois en national, c'est vrai que bon, vous le savez, je sais comment ça se passe. Il n'y a pas de compétitivité, c'est pour ça. Bon, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont des structures, ceux qui ont des sièges, ils veulent aider le football guinéen, mais à un moment on est bloqué parce qu'on n'est pas aidé, il n'y a pas la facilité qu'on puisse vraiment intégrer le championnat. Aujourd'hui, il y a la DTN qui est en train d'être mise en place et de structurer un travail. De plus en plus de personnes interpellent quand même les observateurs pour dire écoutez, la DTN n'a pas vocation de former des enfants et de les faire grandir, mais on doit plutôt accompagner des structures de jeunes pour que ces structures-là puissent avoir les moyens de bien former et accompagner les jeunes. Maintenant, la DTN peut sélectionner les meilleurs pour les permettre et les mettre à la disposition des différentes sélections. Est-ce que c'est votre approche aussi ou est-ce que les deux projets peuvent aller ensemble, accompagner les structures qui forment les jeunes et mettre une structure de formation au niveau de la DTN? Bon, la direction technique est là pour la formation des entraîneurs et après mettre une structure en place. Il y a certains pays qui le font. Quand on prend l'INFP en France, Clairefontaine, ils forment aussi, mais ça ne relève pas de la direction technique. C'est un peu compliqué, c'est vrai que bon, nous sommes en Guinée où la formation elle n'existe pas. La formation n'existe pas structurellement. Elle se met en place. C'est la direction technique qui doit mettre des structures en place, que les académies puissent compétir à tous les niveaux, que ce soit en U13 ou en U15 ou en U17, pour donner la possibilité après, s'ils voient vraiment les enfants qui sont intéressés chaque trimestre, qu'ils les regroupent, au moins pour faire un état de lieu et pour voir un peu leur évolution. Et venir auprès des formateurs comme vous, voir l'évolution au quotidien des jeunes aussi, discuter avec comme c'est une nouvelle structure qui est mise en place, nous attendons. C'est vrai que ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, mais évidemment que ces demandes-là, ces demandes qui remontent, les problèmes de terrain, les problèmes de structure et aussi de compétitivité pour ces jeunes-là, c'est quelque chose qui est important. Et une personne comme vous, qui est une icône, au-delà d'être le formateur que vous avez décidé d'être aujourd'hui, la voix porte encore un peu plus. Aujourd'hui, quand on regarde ce que vous êtes en train de mettre en place, un enfant qui veut arriver dans cette académie, oui, papa, je veux jouer au football. Quel est le mécanisme pour les parents de vous contacter et de faire intégrer leur enfant dans votre académie? En fait, la structure elle est ouverte à tout le monde, que ce soit filles et garçons. On n'a pas d'exigence au niveau des jeunes. C'est vrai que la plupart des académies que j'ai connues, où je suis passé dans des centres de formation, ce n'est pas payant, c'est le talent. Mais à 13 ans ou à 14 ans, nous prenons en charge tout ce qui est équipement, tout ce qui est leur scolarité, ceux qui sont sous contrat. Mais par contre, on ne refuse pas les enfants qui veulent venir apprendre. Mais je me rends compte aussi qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés parce que les enfants n'ont pas des fondamentaux. C'est vrai que bon, manque de structure, manque de formateurs. Nous, la chance que nous avons eue, notre génération, la génération 90, parce qu'on a bénéficié, après l'indépendance, il y a certains formateurs qui ont parti se former dans les pays de l'Est. Et ça nous a beaucoup aidé, notre génération, quand on est parti, pour apprendre les fondamentaux, comment il faut se placer sur le terrain, comment il faut être tactiquement, physiquement, techniquement et mentalement. Ça nous a beaucoup aidé, c'est pour ça que quand on est parti en Europe, ça n'a pas été difficile pour certains pour intégrer l'équipe professionnelle. Je vous vois sur le terrain, vous êtes un peu exigeant. Par exemple, vous arrêtez régulièrement les séances pour dire comment il faut exactement jouer, comment il faut réceptionner le ballon, fléchir pour être au contact du ballon. Tout ça, c'est important pour vous que les enfants aient ces réflexes-là maintenant, avant de grandir, pour que ça ne devienne pas un problème. Parce qu'on voit, il y a un problème, les jeunes Guinéens qui partent en Europe à l'essai, l'essentiel reviennent. Bon, on se pose la question, que ce soit moi ou vous, ou des spécialistes ou bien les entraîneurs, est-ce que ces enfants-là, ils ont eu une bonne formation? Moi, j'ai la chance, j'ai joué le haut niveau, c'est pour ça que je suis sur le terrain. J'ai passé des diplômes, au moins il faut que je sois
n'est pas parce que j'ai été ancien footballeur que je dois m'occuper des joueurs, mais j'ai passé des diplômes pour être sur le terrain, pour essayer d'amener les enfants à un niveau que j'ai connu, que demain qu'ils vont connaître parce qu'il y a l'exigence. Tout le monde veut partir. Vous savez, bon, vous avez vécu de l'autre côté, il y a beaucoup de candidats, mais il y a peu de lieux. C'est comme dans le mannequinat, c'est comme dans les études aussi. Il y a certaines qui émergent. C'est pour ça que je suis exigeant. Je suis tolérant avec certains enfants, mais je serai exigeant avec eux pour qu'ils soient prêts pour le haut niveau. Déjà, nous nous rendons compte qu'il y a peu de joueurs guinéens qui évoluent en Europe là-bas ou bien dans les championnats majeurs. Il faut qu'on se mette à travailler et après, ça payera un jour. Un enfant qui a fait 5 ans et que vous avez vu qu'il n'arrive pas, qu'il ne peut pas être au niveau pour être professionnel, qu'est-ce que vous lui conseillez in fine? C'est pour ça que nous avons créé le club. Il peut rester dans le club en continuant les études, ça peut lui permettre de faire des bonnes études et après se reconvertir, soit d'être kiné ou bien d'être consultant ou de faire un autre métier. L'autre difficulté qu'on a au niveau de la Guinée et de la formation, c'est la possibilité donnée aux enfants par les différentes chancelleries en Guinée de partir faire un essai. Par exemple, Richard, il a été international, il a joué la Coupe d'Afrique cadette et après il a eu des sollicitations, il devait partir à Marseille. Je crois qu'il y a eu des difficultés au niveau de l'ambassade pour qu'il puisse aller faire cet essai et revenir attendre la décision du club. C'est vrai que c'est un handicap pour les formateurs et surtout les enfants qui ont un potentiel. Moi j'ai eu la chance dans les clubs où je suis passé, c'est vrai que nous n'avons pas signé de partenariat avec eux, mais nous sommes en contact régulier pour essayer de les informer de l'évolution des enfants. Le gardien qui était le plus talentueux de sa génération, on a essayé de l'aider, qu'il puisse aller faire un essai à l'ambassade, en France, à l'Olympique de Marseille. J'ai rencontré l'ambassadeur pendant 1 heure, le consul aussi. Ils nous ont rassurés, mais après quand l'enfant est rentré pour son édition, il a été recalé. Et jusqu'à présent, on se pose la question. La fédération s'est impliquée, mais malheureusement, ça n'a pas marché, mais cela ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras. Il y a d'autres possibilités pour que les enfants aillent monnayer leur talent, même si je ne suis pas là pour faire du business. Mais si je trouve qu'un enfant... quand même, parce que les enfants, ils jouent à ça, c'est pour pouvoir faire carrière. S'ils n'ont pas la possibilité... Et brise le rêve de ces enfants, mais nous nous battons pour essayer d'avoir d'autres moyens que les enfants aillent de l'autre côté. On va suivre la séance du jour. Elle va commencer alors qu'il y a plus de soleil. Donc la luminosité va baisser, on ne va pas vous faire perdre beaucoup de temps. On va vous suivre et essayer de voir avec nos équipes comment cela se passe sur le terrain. On va s'adapter. Merci. Ah ouais, merci. J'espère que vous avez retenu les visages de quelques jeunes joueurs avec cette académie Aboubacar Titi Camara. Qui le sait, ce sont peut-être les futures stars du football africain que vous venez de découvrir dans notre émission Football Factory avec une production de Newscom. Voilà, mesdames et messieurs, comment on se quitte au compte de cette nouvelle émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle, Ibrahima Sorisso et Mohamed Max ont participé à la préparation de l'émission. Suivez-nous sur le compte Twitter et abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour suivre toutes nos émissions en mode rediffusion. Merci et à la prochaine.